Bienvenue sur Magia Imperi Alteran, une fanfiction Harry Potter. Catégorie Fantasy, Multicrossover, Boys Love. Un contenu proposé par le studio Kali Records. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Maintenant, place à l'histoire. Chapitre 19. Le lendemain, Marcus revint à Erebor, cette fois-ci pour y vivre avec Harry et Charlie. Une chambre fut alors installée directement reliée à celle d'Harry, tout comme Charlie, sauf que celle de Marcus était dans les tons vert et argent de Serpentard, chose qui amusait sans fin Harry attendu que Serpentard était son ancêtre. Il resta donc tout le mois d'août avec eux, faisant plus ample connaissance avec son âme sœur et son futur partenaire. Il ne savait pas trop comment définir Charlie par rapport à lui. D'une certaine façon, il serait lui aussi son mari, mais ils n'auraient pas de relation sexuelle ensemble. Il préféra ne pas s'y attarder. Ils furent aussi visités par Dumbledore, qui devait parler avec Harry en toute urgence. Le vieux professeur arriva ainsi en fin d'après-midi, arborant un visage souriant mais sérieux à la fois. Ce qui intrigua les pensionnaires du palais, Sirius et Rémus, étant retournés au château Potter. « Harry, mon garçon, j'ai eu une étrange conversation avec Garrick. Je suis persuadé que tu sais ce dont quoi je fais référence. Ah, n'est-ce pas ?» dit-il sans attendre. Harry repensa à ce qu'il s'était passé avec Ollivander avant de se rappeler de cette histoire concernant la baguette de sureau. Il hocha vaguement de la tête. « Très bien, dans ce cas, nous allons devoir y remédier sans plus attendre. Vois-tu, cette baguette n'est pas la mienne, mais bel et bien la tienne. Comme a dû te le révéler ton héritage sur les Pévrel. La baguette de sureau est donc la baguette ayant appartenu à Antioche Pévrel, l'un de tes ancêtres, continua alors le vieux professeur. Charlie ne put s'empêcher de s'immiscer dans leur conversation. Mais alors, l'histoire des reliques de la mort est vraie ? demanda-t-il, choqué. Albus le regarda avec un sourire de vieux papy. Peut-être que oui, peut-être que non. Cependant, j'ai une autre théorie concernant les reliques de la mort. Je pense que les trois frères Pévrel, soit Antioche, Cadmus et Ignotus, étaient en fait des enchanteurs. Contrairement à ce qu'on peut croire, les enchanteurs sont très rares, le dernier ayant vécu il y a plus de 500 ans. Les enchanteurs sont des sorciers spécialisés dans la création d'artefacts de puissance. Et je pense que c'est un trait récessif dans une famille, soit celle des Pévrel. Attendu ce que tu m'as dit concernant ces altérants, je pense que les Pévrel étaient eux aussi des altérants et que le trait récessif d'enchanteur doit venir de là. En tout cas, pour en revenir à ma théorie, je suis persuadé que ces soi-disant reliques de la mort ont été inventées par eux et qu'ensuite le mythe s'est propagé concernant la mort, expliqua Albus Dumbledore. Harry y réfléchit. Cependant, il remarqua que, de tout ce qu'il put apprendre dans le réceptacle de savoir, il n'y eut jamais mention d'un trait récessif lié aux enchantements. Se pourrait-il que Dumbledore ait tort ? Mais pourquoi ? Sa théorie est plus probable que la mort abdiquant devant trois sorciers. Harry décida de ne pas s'y intéresser, préférant s'intéresser au présent. De son côté, Charlie expliqua calmement tout à Marcus, qui semblait perdu sur certaines choses énoncées par Dumbledore. « Très bien, mais comment as-tu eu cette baguette, grand-père » demanda alors Harry, intrigué.
Eh bien, cette baguette possède un passé sanglant, et pour faire court, elle fut dérobée par Gellert en 1899, alors qu'elle était dans la boutique de Gregorovitch, et je l'ai obtenue lorsque je l'ai vaincue en duel en 1945. Attendu qu'elle ait ton droit de naissance, je vais te la rendre. De toute façon, à mon âge, je n'ai plus besoin d'une baguette aussi puissante. Je ne compte pas me remettre à faire des duels de toute façon. Il te suffit donc de me désarmer, fit Dumbledore. Il tendit simplement la baguette de Suro, et Harry lança un Expelliarmus manuel, désarmant ainsi Dumbledore. La baguette vola alors dans les airs, tourbillonnant plusieurs fois avant d'atterrir dans la main droite d'Harry. La réaction fut immédiate, et la baguette se mit à briller, créant autour d'Harry un splendide halo doré, les liant ensemble. Dumbledore se contenta de sourire, sortant alors de l'étui à baguette, attaché à son poignet, son ancienne baguette, soit une baguette en bois de houx avec une plume de fume sec. En fait, cette baguette fut placée chez Ollivander après qu'il ait gagné la baguette de Suro. Et ce fut cette baguette qui fut la jumelle de Voldemort. Après tout, ce fut Dumbledore qui donna la plume de fume sec à Ollivander pour créer une baguette jumelle, souhaitant savoir qui serait choisi par le même phénix que lui. Quant à Harry, il se sentit complet, comme si qu'une partie manquante de lui venait enfin de le rejoindre pour s'incorporer à un tout. Son sourire illumina son visage, faisant chavirer une fois de plus les cœurs de Marcus et Charlie. Dumbledore les regarda alors avant de sourire. « Bien sur ce, je vous dis au revoir, et nous nous reverrons à la rentrée, » fit Dumbledore avant de quitter les lieux vite fait pour retourner à Poudlard et préparer la rentrée, qui serait sans nul doute exceptionnelle cette année. Il devait aussi finir de mettre en place le piège pour Voldemort. Il se demandait encore comment ferait ce dernier pour s'infiltrer à Poudlard, mais il ne préféra pas trop s'y attarder. Après tout, Poudlard possédait un nombre incroyable de passages secrets, et les enchantements de protection seraient abaissés pour laisser entrer Voldemort, tout en l'empêchant de s'attaquer aux élèves de l'école. Le principe était très simple. Le capturer et le garder sous forme de stase pour l'empêcher de s'enfuir afin de trouver le dernier Horcrux et le détruire. Ainsi, le mois d'août se déroula calmement. Enfin, aussi calme que possible à Erebor, car après tout, les articles de Rita Skeeter avaient mis en émoi le monde magique. Édition spéciale, le bal d'Erebor, un événement exceptionnel, plein de surprises. Harry Potter devient plus qu'un Potter, le plus jeune seigneur de l'histoire du monde magique. La fin de Gringotts, les gobelins se soumettent à la famille Potter, par Rita Skeeter. Je vous écris aujourd'hui, mes chers lecteurs adorés, pour vous divulguer tout ce qui s'est déroulé au palais Potter dans la ville d'Erebor. Pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, Erebor est une ville magique appartenant entièrement à la famille Potter. Mais vous pouvez en savoir plus en lisant les précédentes éditions de la Gazette du Sorcier. Le bal fut organisé à l'occasion du 11e anniversaire de notre héros national, et je peux vous assurer que nous n'avons pas manqué de surprises. Le palais était magnifique et resplendissant, avec des sculptures de glace et de cristal, mais aussi de l'or courant partout dans les murs, des statues et tableaux d'une rareté exceptionnelle, sans compter une véritable armée protégeant les lieux avec aisance. Je suis même persuadée qu'il y a plus de gardes dans l'armée des Potter, nommés chevaliers, que dans le département de la justice magique au complet. Mais ce n'est pas là ce qui nous intéresse, bien que certains chevaliers fussent à croquer. Clin d'œil.
En effet, mes chers lecteurs, en cette soirée du 31 juillet, Adrian James Potter, plus connu sous le sobriquet d'Harry Potter, ou bien le survivant, a dévoilé à tous et à toutes l'ampleur de ses titres en prenant les seigneuries lui appartenant de droit. Vous m'avez bien comprise, Adrian James Potter est désormais un seigneur, soit le plus jeune seigneur de notre histoire, le précédent ayant été âgé de seulement 14 ans. Il a d'ailleurs pour nom et titre complet celui d'Adrian James Peverell Black Gryffondor Serpentard Cerdecle Potter Evans, seigneur des maisons Peverell, Gryffondor, Serpentard, Cerdegle, Potter et Evans. Je vous rassure, mes chers lecteurs, le nom usité reste celui d'Adrian James Potter, son nom complet n'étant utilisé que sur le papier. Mais la nouvelle ne s'arrête pas là, mes chers lecteurs. Au contraire, tout devient de plus en plus impressionnant, je peux vous l'assurer. En effet, Ragnok, l'actuel directeur de la banque Gringotts et l'un des prétendants au trône du royaume des gobelins, a fait ce que jamais encore un gobelin a fait auparavant. Il a juré obéissance et soumis son clan à nul autre que notre héros national, qui, pour l'occasion, a demandé à être simplement fait référence à en tant que duc Potter. Aurait-il réussi à soumettre les gobelins? C'est une question que l'on se pose ici, à la Gazette du Sorcier. Cependant, notre choc ne s'est pas arrêté là. Pour sceller son vasselage, le seigneur Ragnok a offert au duc Potter un cadeau inestimable, 2 épées en mithril. Je souhaite rappeler à mes chers lecteurs que les gobelins ne donnent jamais des armes et autres bijoux forgés par leurs soins, mais les prêtent durant la vie du sorcier concerné. Ainsi, c'est la première fois que de tels objets sont offerts sans qu'ils ne soient un jour retournés aux gobelins, montrant ainsi à tous la loyauté des gobelins envers le duc Potter et sa famille. Enfin, nous avons tous été choqués lorsque le seigneur Ragnok a annoncé devant tous que la banque Gringotts fermerait de façon définitive sous peu. Nous avons pu recevoir un commentaire de ce dernier nous expliquant les raisons de son choix et surtout les effets concernant notre économie et nos biens. Je sais pertinemment que cette nouvelle peut être assez déconcertante, mais sachez que j'ai une très bonne raison pour ce choix. Suite à mon vasselage envers la famille Potter, il a été décidé qu'une seule banque pourrait subsister, et attendu que le duc Potter possède sa propre banque, celle d'Erebor, qui est aussi en collaboration avec Gringotts, nous avons donc décidé de mettre un terme à l'existence de la banque Gringotts, pour une fusion totale avec celle d'Erebor. Ainsi, le duc Potter restera le propriétaire de la banque et je serai nommé directeur de la banque d'Erebor. Je peux cependant vous assurer que nos clients ne seront pas dépaysés et que leurs fonds seront transférés dans les plus brefs délais à Erebor sans frais. Nous en profiterons aussi pour faire une analyse des comptes de chaque famille pour vérifier les irrégularités et, si nécessaire, agir. Je vous remercie. Je ne sais pas pour vous, mais je suis bien contente d'avoir déjà ouvert un compte à la banque Erebor. Édition spéciale. Les fiançailles officielles du duc Potter et du seigneur Charles Ferdinand Prévette Weasley, seigneur de la noble et ancienne maison Prévette. Drame à Erebor. Cédric Diggory bafoue les traditions en rejetant un lien d'âme sœur. Ses actions sont répudiées par le duc Amos Diggory. Nous avions raison. Marcus Flint, héritier de la plus noble et plus ancienne maison des Flint, âme sœur d'Adrian James Potter, par Rita Skeeter. Mes chers lecteurs et lectrices, permettez-moi de vous assurer que le bal n'a pas manqué de rebondissements. Et moi, votre fidèle journaliste, vais vous raconter tout ce que vous avez raté. Tout d'abord, je suis fière de vous annoncer que notre plus célèbre couple est désormais fiancé. C'est exact! J'ai moi-même été surprise de découvrir le duc Adrian James Potter avec une bague de fiançailles, tout comme le seigneur Charles Ferdinand Prévette Weasley. Une concrétisation de leur relation?
J'ai vraiment hâte d'assister à leur mariage, qui n'aura sûrement lieu que dans quelques années. Cependant, cet événement fut malheureusement marqué au fer rouge par un triste événement. Il a été révélé durant la soirée que Cédric Diggory, le fils du duc Amos Diggory, n'est autre que l'une des âmes sœurs du duc Potter. Malheureusement, et au grand choc de tous, ce dernier a refusé la relation, allant jusqu'à décréter devant tous qu'il détestait les couples homosexuels et a insinué que le duc Potter était une prostituée. Je peux vous assurer qu'il n'est pas resté pour le reste de la soirée, et l'honneur du duc Potter fut défendu par Marcus Flint, qui n'hésita pas à mettre à terre ce dernier. Nous avons cependant pu recueillir un commentaire de la part du duc Diggory. Les actions et paroles de mon fils sont inqualifiables, et je peux vous assurer que je suis de tout cœur avec le duc Potter. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé que mon fils, qui a déshonoré publiquement notre famille, ne sera plus l'héritier apparent des Diggory. Tout le titre revient désormais à son frère aîné, Baptiste Diggory, qui avait précédemment décidé de délaisser le titre pour pouvoir voyager à travers le monde. Ce dernier a accepté de reprendre son titre au vu des actions impardonnables de mon cadet. Encore une fois, je présente toutes mes excuses au duc Potter, et j'espère que les actions de mon fils n'entacheront pas nos relations. Le duc Potter nous a cependant confirmé qu'il ne tenait pas le duc Diggory responsable des actions innommables de son fils, et qu'il le remerciait de son soutien. Cependant, ce rejet immonde nous a permis de découvrir un autre fait. Marcus Flint en tant qu'âme sœur du duc Potter. Celui-ci a décrété haut et fort que le duc Potter était son âme sœur, et le lien fut prouvé lorsqu'ils devinrent inséparables et qu'ils s'embrassèrent au plus grand plaisir des invités présents. Comme quoi, malgré les malheurs, il y a toujours une part de bonheur. Je ne sais pas pour vous, mais je me demande s'il y a d'autres âmes sœurs. La prochaine serait-elle à Poudlard? Nous le saurons bien assez tôt. 31 août 1991. Harry, Charlie et Marcus s'étaient habillés en cette matinée pour enfin mettre en place le grand plan d'Harry. Ils étaient vêtus de leurs plus belles robes et se dirigèrent dans l'âtre de la cheminée pour se diriger au ministère de la magie. Ils furent rejoints par Sirius Black, Albus Dumbledore, Amos Diggory, Mulciber Nott, Marvin Flint, Garrick Ollivander et Augusta Londubat. Tout était prêt pour le grand spectacle, et Harry ne pouvait s'empêcher de ricaner intérieurement. Ils étaient tous réunis devant la chambre du Majin Mago. « Bon, je vais devoir entrer dans l'aile des héritiers, » fit alors Marcus avant d'embrasser Harry pour enfin aller dans l'aile réservée aux héritiers souhaitant apprendre le fonctionnement du Majin Mago. Harry observa les lieux, et il vit avec grand plaisir la présence de sa plus fidèle journaliste, Rita Skeeter, qui avait bien évidemment reçu une invitation d'Harry pour assister à la réunion extraordinaire du Majin Mago. Cette dernière lui fit un clin d'œil avant d'entrer dans l'aile des invités, suivi de son fidèle photographe et de sa plume à papote. Enfin, les grandes portes de la chambre du Majin Mago s'ouvrirent et les divers seigneurs amassés devant entrèrent. Harry fut suivi alors par tous les autres ducs, à part les Lestrange, tous enfermés à Azkaban, et les Poufsouffles éteints. Certains seigneurs, tels que Malfoy et Ombrage, comprirent qu'ils n'allaient sûrement pas aimer ce qui allait se produire lors de cette session. Ils prirent tous place, sauf Harry, qui resta au centre de la pièce. Dumbledore prit alors la parole. « Je déclare cette convocation extraordinaire du Majin Mago ouverte. Seigneur Black, auriez-vous l'obligeance de nous expliquer la raison de cette convocation ?» demanda alors officiellement Dumbledore. Sirius se leva du siège des Blacks avant de se racler la gorge, se délectant du silence alentour. « Avec plaisir, président du Majin Mago. Mes chers seigneurs,
j'ai convoqué cette extraordinaire session du Magen-Mago pour introduire officiellement un nouveau seigneur parmi nous, fit Sirius avec un grand sourire en désignant Harry. Évidemment, tous se mirent à murmurer et Cornelius Fudge observa son donateur avec attention. Albus prit la parole. « Qui se présente devant nous pour réclamer ces sièges ?» demanda-t-il. « Moi, Adrian James Potter, seigneur des maisons Pévrel, Serpentard, Serdaigle, Gryffondor, Potter et Evans, héritier de la maison Black, » répondit solennellement Harry. À ces mots, plusieurs sièges s'illuminèrent dans les rangs du Magen-Mago, dont 5 sièges se situant tout en haut, représentant les sièges ducaux. « Et qui se porte garant de votre demande ?» continua Dumbledore. Sirius fut étonné lorsqu'il fut coiffé au poteau par nul autre que Garrick Ollivander. « Moi, Garrick Ollivander, seigneur de la plus ancienne et plus noble maison des Ollivander, me porte garant des réclamations d'Adrian James Potter. » Tous les seigneurs assis regardèrent Ollivander, ébahis par son audace de piquer la vedette à Sirius. Le vieil homme envoya alors un sourire goguenard à Sirius, qui ricana dans son coin comme la plupart des autres ducs. « Très bien, dans ce cas, votre demande est reconnue. Bienvenue parmi nous, Seigneur Potter, » déclara alors Dumbledore avec un grand sourire. Harry inclina de la tête avant de se diriger au sommet des sièges pour s'asseoir sur celui des Pévrel, le siège le plus au centre. « Y a-t-il d'autres réclamations à faire ?» demanda alors Dumbledore. Évidemment, Harry se leva sous les regards étonnés et anxieux des autres seigneurs. « J'attribue la parole au seigneur Potter, » déclara Dumbledore. Harry observa lentement tous les autres seigneurs, un sourire en coin jetant un froid sur la plupart des seigneurs. Son regard était perçant, et il se délectait de l'anxiété des personnes telles que les seigneurs Malfoy et Rosière. Il prit une grande bouffée d'air avant d'ouvrir la bouche. « Cher président du Magen-Mago, en tant que seigneur des maisons Pévrel, Serpentard, Serdaigle, Gryffondor et Potter, je demande expressément la restauration des duchés, titres ducaux, et demande la dissolution du Magen-Mago, selon nos us et coutumes, de par mon droit, » s'exclama alors Harry. À peine eut-il fini que plusieurs seigneurs se mirent à hurler le de déni, refusant ce qu'Harry demandait, criant à l'injustice, le non-droit et autres choses du genre, tandis que Cornelius Fudge était devenu livide. Dumbledore leva alors sa baguette avant de tirer plusieurs coups de sommation. « Silence ! J'ai dit silence dans cette assemblée !» cria alors Dumbledore avec un sonorus. Les cris finirent par se taire, et les seigneurs se rassirent, pestant sans fin. « C'est votre droit, Seigneur Potter. Selon les lois en vigueur, au moins 7 des 13 duchés se doivent de faire cette demande. Vous représentez 5 des duchés. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui supporte cette demande ?» fit alors le vieil homme. Évidemment, Sirius s'empressa de se lever. « Moi, Sirius Black de la plus ancienne et plus noble maison des Black, supporte la demande du seigneur Potter, » déclara Sirius avec un sourire. Immédiatement après, Garrick se leva. « Moi, Garrick Ollivander de la plus ancienne et plus noble maison des Ollivander, supporte la demande du seigneur Potter, » déclara le vieux fabricant de baguettes. Les seigneurs des autres maisons nobles comprirent que tout était fichu pour eux, surtout lorsqu'ils virent les autres ducs potentiels se lever. « Moi, Augusta Londubat, de la plus ancienne et plus noble maison des Londubat, supporte la demande du seigneur Potter, » déclara la doyenne des Londubat. « Moi,
Mulciber Note, de la plus ancienne et plus noble maison des notes, supporte la demande du seigneur Potter, fit alors Mulciber au plus grand choc des mange-morts présents dans la pièce. Moi, Marvin Flint, de la plus ancienne et plus noble maison des Flint, supporte la demande du seigneur Potter, fit aussi Marvin pour le plus grand délice d'Harry. Moi, Amos Diggory, de la plus ancienne et plus noble maison des Diggory, supporte la demande du seigneur Potter, s'exclama alors Amos avec un grand sourire. Dumbledore laissa alors échapper un grand sourire. C'est officiel. 11 des 13 duchés supportent la demande du seigneur Potter. Je déclare officiellement la dissolution du Magen-Mago et la restauration du conseil ducal, déclara alors Dumbledore en tapant de son marteau. Le résultat fut immédiat, et des changements opérèrent immédiatement dans toute la salle. Les tapisseries changèrent, le symbole représentant le Magen-Mago disparut pour laisser place à l'antique symbole de la maison Emrys, en dessous de la couronne avalonienne. Et la plupart des sièges disparurent pour laisser place à 14 sièges, dont un était plus haut que les autres et en or, éparpillés en rond dans l'hémicycle. Les ducs furent automatiquement placés devant leur siège, tandis que les autres seigneurs furent déplacés directement dans les ailes d'observation. Seuls Dumbledore et Fudge eurent l'occasion de rester dans l'hémicycle. C'est alors que tous remarquèrent une chose intéressante. Harry n'avait pas été transporté devant l'un de ces nombreux sièges, mais devant celui réservé à la maison Emrys, ce qui attira bien évidemment la curiosité et l'intérêt de tous les observateurs, tandis que Rita Skeeter observait la scène avec une avidité féroce. « Il est peut-être temps pour moi d'en révéler un peu plus sur mon histoire, attendu que la magie en a décidé ainsi pour moi. Comme vous pouvez le remarquer, pour la plupart, je suis actuellement située devant le siège réservé à la maison Emrys, soit la maison de Merlin. C'est la raison pour laquelle je vous annonce officiellement mon titre de grand-duc d'Emrys et seigneur de la plus archaïque et plus noble maison des Emrys, révéla alors Harry en dévoilant enfin sa bague de la maison Emrys. Des hoquets de stupeur purent être entendus dans tout l'hémicycle par les observateurs, tandis que Fudge tomba littéralement à genoux en entendant les paroles prononcées par Harry, ne s'attendant pas à une telle révélation. Son visage aurait pu faire rire n'importe qui, si ce n'est le sérieux de la situation. « Dans ce cas, le présidence du conseil vous revient, votre grâce, » fit alors Garrick Ollivander en s'inclinant, les autres ducs faisant de même, ainsi que la plupart des seigneurs dans les ailes d'observation. Harry inclina de la tête avant de s'asseoir sur le siège de la maison Emrys. Au moment même où il s'assit, des images miroirs le représentant apparurent sur ses autres sièges, à sa plus grande surprise. « Je suppose que c'est une façon de garder les autres sièges pour montrer le nombre de sièges que je possède, » s'exclama alors Harry à voix haute, les autres ducs hochant de la tête en accord. « Tout d'abord, je souhaite préciser que Cornelius Fudge restera pour le moment ministre de la magie, mais qu'il devra en répondre devant le conseil, » décréta Harry. Les autres ducs crièrent « Hey !» et Fudge remercia vivement Harry, heureux de ne pas perdre son poste. Il savait qu'il avait eu raison de faire confiance à Harry. De plus, je propose un changement concernant notre conseil et l'instauration d'un nouvel organe décisionnaire pour remplacer le conseil ducal. Évidemment, le nouveau conseil sera dirigé par les ducs et le grand-duc, mais d'autres familles pourront y être invitées afin de participer aux décisions en formulant des conseils et autres propositions. Je propose ainsi la réformation du conseil ducal en magistérium.
proposa Harry, suivi par les Hey de chaque duc. Immédiatement, plusieurs petits sièges apparurent au pied de chaque siège ducal. J'invite les maisons Dumbledore, Abbott, Bones, Dubois, Booth, Brown, Croupton, Davis, Doddridge, Daylish, Greengrass, Goldstein, Higgs, Hopkins, Hogby, Lovegood, MacDonald, McDouglas, Macmillan, Marchbanks, McGonagall, Ogden, Prevet, Scamander, Slughorn, Weasley et Zabini à rejoindre le magisterium. Continua alors Harry, les autres ducs criant eux aussi « Hey !» Immédiatement, plusieurs seigneurs purent entrer dans l'hémicycle, dont Horace Slughorn, Martin Dubois, le père d'Olivier Dubois, Peter Daylish, Barthélemy Croupton Senior, Minerva McGonagall, Newton Scamander, Arthur Weasley et Marissa Zabini. Quant à Charlie, il fit son entrée pour s'asseoir sur son siège qui fut placé directement à côté de celui d'Harry, montrant à tous qu'ils étaient liés. Je propose la nomination d'Albus Perceval Wulfric Brian Dumbledore en tant que représentant officiel du magisterium au cabinet du ministère. Proposa alors Harry. Tous acceptèrent la proposition et Dumbledore les en remercia. J'annonce officiellement la restauration du Grand-Duché de Grande-Bretagne et d'Irlande de la famille Emrys et des duchés Black, Londubat, Peverell, Serpentard, Gryffondor, Serdaigle, Diggory, Potter, Ollivander, Nott, Lestrange, Poufsouffle et Flint. Attendu que tous les descendants de la famille Lestrange sont à Azkaban de façon définitive, le contrôle du duché Lestrange revient au duc Black par mariage. Le contrôle du duché Poufsouffle revient à la famille Emrys jusqu'à ce qu'un duc Poufsouffle soit désigné, fit alors Harry. Les autres ducs hochèrent de la tête, tous se déroulaient comme prévu. Les observateurs comprirent alors qu'Harry contrôlait littéralement le monde magique et même le Royaume-Uni entier, que ce soit magique ou moldu. Les familles seigneuriales devront jurer fidélité aux familles ducales, dont elles occupent les terres, devenant officiellement des bannerets. Si elles s'y refusent, toutes leurs possessions seront confisquées par la famille ducale responsable. Elles disposent d'un délai de 3 mois pour prêter serment. De même, les familles ducales se doivent de prêter serment à la famille Emrys en accord avec les lois d'Avalon, continua Harry. Immédiatement, les ducs alentours prêtèrent serment, sans attendre, et Harry les en remercia. Sur ce, je déclare cette première session du Magisterium close, décréta Harry en se levant avant de quitter les lieux, suivi de près par Charlie. Les deux furent alors rejoints par Marcus en dehors de l'hémicycle, et ils n'eurent pas le temps de souffler qu'ils furent assiégés par les journalistes assoiffés de sang, avec, en première ligne, Rita Skeeter et ses cheveux bouclés. Elle leur fit un grand sourire, et Harry le lui rendit. Il appréciait beaucoup le travail de Rita Skeeter. En ayant fait sa journaliste personnelle, en tout cas, c'était tout comme. J'accepte de répondre à vos questions. Je vous prierai cependant de garder votre sang-froid et un certain décorum, fit alors Harry d'une voix qui se voulait forte et autoritaire. Malheureusement, sa voix étant un peu fatiguée suite à tous ses discours, elle était devenue plus aiguë que d'habitude, faisant ricaner certaines personnes. Heureusement, les journalistes réussirent tout de même à se contrôler. Ce fut Rita Skeeter qui leva la main en première. « Seigneur Potter, ou devrions-nous dire duc? Comment doit-on vous appeler ?» Les murmures des journalistes, et même des spectateurs, alentour augmentèrent. Aucun d'entre eux n'y avait pensé, et pourtant Harry était, par ses titres, devenu quelqu'un de très différent, et forcément son appellation avait changé. Pour vous répondre, mademoiselle Skeeter,
Vous pouvez m'appeler Votre Grâce, en tant que grand-duc d'Emrys, et si ce n'est possible, alors dites simplement duc, au lieu de seigneur, répondit Harry avec un grand sourire. Rita fronça légèrement des sourcils avant d'enchaîner sur une seconde question. Mais doit-on continuer de vous appeler duc Potter ou bien préféreriez-vous l'utilisation d'un autre de vos noms de famille? La question était en fait une double question. La question sous-entendue était préférez-vous Potter ou bien Emrys, un nom bien plus prestigieux. Je ne souhaite en aucun cas dénigrer l'importance de mes ancêtres tels que Merlin, Godric Gryffondor, Salazar Serpentard ou bien Rowena Serdaigle. Cependant, je préfère continuer d'utiliser mon nom de naissance, Potter. Attendu mon ascendance, j'ai tout simplement décidé d'assimiler tous mes titres et noms de famille pour les combiner en un seul, celui de Potter, fut sa réponse. Ce fut un choc pour certains, mais pas pour tous. En tout cas, certains furent légèrement scandalisés en apprenant qu'Harry préférait le nom Potter à celui d'Emrys ou bien de l'un des fondateurs de Poudlard. Ils ne firent cependant pas de commentaires, ne préférant pas s'attirer le courroux du sorcier ayant sûrement le plus d'influence de tout le pays, voire du monde. Un autre journaliste leva la main. Irma Meltou de Sorcière Hebdo, pour quand est prévu le mariage entre vous et le seigneur Prévette? Harry et Charlie ricanèrent. Ce fut Charlie qui décida de répondre. Harry et moi avons décidé de nous marier juste après sa maturité magique. Comme vous le savez, cette maturité se produit aux alentours du 17e anniversaire d'un sorcier. Cependant, cette maturité peut aussi se produire bien avant. Et concernant le futur seigneur Flint? Demanda de nouveau Irma. Nous n'en avons pas encore décidé, mais je peux vous assurer que le mariage se déroulera peu de temps après celui avec Charlie. Je souhaite préciser, pour ceux qui n'ont pas forcément les connaissances nécessaires, qu'un porteur se doit de se marier séparément avec son âme sœur principale, appelée de temps en temps Alpha, et ses autres âmes sœurs, surnommées les Bêta. Évidemment, cela a valu le titre d'Oméga au porteur, répondit alors Harry en faisant la moue. Les journalistes ricanèrent de bon cœur avant de poser d'autres questions. Enfin, Rita Skeeter posa une question sensée. « Votre Grâce, vous possédez désormais la moitié des duchés de tout le royaume, sans compter que vous êtes le dirigeant du désormais magisterium. Cela fait-il de vous le meneur de facto de notre société ?» Un silence s'abattit sur la pièce, et tous retinrent leur souffle pour entendre la réponse d'Harry, qui laissa échapper un sourire face à la question pleine de bon sens de Rita Skeeter. En effet, je suis de facto le meneur de notre société attendu mon titre de grand-duc d'Emrys. Je souhaite cependant vous assurer que je dirigerai le magisterium avec les autres ducs tout en écoutant les conseils avisés des membres mineurs du magisterium, ainsi que de mon mentor et précepteur Albus Dumbledore. Qui plus est, je souhaite préciser que je laisserai la majorité des tâches administratives à notre très cher ministre de la Magie, Cornelius Fudge, qui a su me prouver par son indéfectible loyauté sa grande importance. Les journalistes hochèrent de la tête, tandis que Fudge, qui était resté en arrière, ne put retenir un sourire face à ce compliment tout en bombant le torse de fierté. De son côté, Lucius Malfoy grinça des dents avant de quitter le ministère de façon dramatique. « Je souhaiterais cependant faire une annonce supplémentaire », déclara alors Harry. « J'ai décidé de déplacer de façon définitive le ministère de la Magie directement à Erebor. Je peux cependant vous rassurer, nos très compétents sorciers, gobelins et langues de plomb seront parfaitement capables de déplacer l'entièreté du ministère de la Magie. Une annonce sera publiée dans la Gazette du Sorcier quant à la date officielle du déménagement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. » Il quitta alors le ministère de la Magie avec Marcus et Charlie, laissant derrière lui des journalistes et citoyens abasourdis par son annonce. Édition spéciale, Adrian James Potter, héritier de Merlin.
Le glas sonne pour le Magen-Mago. Place au Magistérium. Les duchés réinstaurés. Retour progressif à une véritable monarchie. Par Rita Skeeter. Vous avez bien lu, mes chers lecteurs. Notre héros national est l'héritier de Merlin. En effet, aujourd'hui, son héritage fut révélé au grand jour devant l'ancien Magen-Mago. Pour ceux qui n'étaient pas présents ou n'ont pas écouté la radio sorcière, sachez que le Magen-Mago a été dissous selon la constitution magique établie par les ducs du Royaume-Uni lors de la création du Magen-Mago. En effet, le désormais duc Potter, après avoir réclamé ses sièges devant le Magen-Mago, a réussi, avec le soutien de tous les prétendants au titre de duc présents, à dissoudre le Magen-Mago pour réinstaurer le conseil ducal et les duchés composant le Royaume-Uni. Cependant, cela ne s'arrête pas là. En effet, après cet événement incroyable, nous avons découvert que le duc Potter possède désormais le titre de grand-duc, étant l'héritier de sang de l'archaïque et la plus noble maison d'Emrys. De ce fait, il a automatiquement obtenu le contrôle du conseil ducal et modifié le conseil en magistérium, afin d'intégrer plusieurs maisons nobles. Liste présente en page 4. Le magistérium reste cependant contrôlé par les ducs, et surtout le grand-duc. L'une des premières décisions du grand-duc Potter fut d'instaurer Albus Dumbledore en tant que représentant officiel du magistérium auprès du cabinet du ministère et pour les relations étrangères. Qui plus est, le grand-duc a décidé de garder Cornelius Fudge en tant que ministre de la magie. Enfin, le grand-duc Potter a ordonné la restauration totale des duchés, et toutes les maisons nobles se doivent de jurer fidélité aux maisons ducales dont ils occupent les terres, sous peine de perdre l'entièreté de leurs biens et leurs titres. Je souhaite préciser que le duché Lestrange a été attribué au duc Black, tandis que le duché Poufsouffle a été attribué au grand-duc Emrys. Attendu le manque d'héritiers. Pour ceux qui ne savent pas, le titre de grand-duc fut attribué à Merlin en tant que consort de Sa Majesté, Arthur Pendragon. Nous ne savons s'ils ont eu un enfant à ce jour. Qui plus est, le titre de grand-duc établit l'entièreté de la Grande-Bretagne et de l'Irlande en tant que duché. Nous précisons que les désormais bannerets, maisons nobles, ont un délai de 3 mois pour prêter serment avant d'être saisis par les maisons ducales. C'est l'aube d'une nouvelle ère, dirigée par notre héros national, le grand-duc Harry James Potter. 1er septembre 1991. Harry venait enfin d'arriver à la voie 9¾ de la gare King's Cross, avec Marcus, Charlie, mais aussi Sirius et Rémus. C'est alors que la sirène du train fut entendue. « Tout le monde à bord !» fit le chauffeur du Poudlard Express. Sirius fit alors un grand câlin à Harry, sous les regards amusés de tous. Quant à Harry, il roula des yeux, mais rendit tout de même l'étreinte avec un grand sourire. « Hé, oublie pas que t'es mis dans le conseil académique, donc tu peux venir quand tu veux à Poudlard. De toute façon, c'est mon château, donc pas besoin de tendez-moi, oncle Patmol. » fit alors Harry. Sirius se recula, posant sa main sur sa poitrine de façon dramatique. « Tu me blesses, mon chiot, moi qui essaye de te prouver tout mon amour, et toi qui es si froid. Oh rage, oh désespoir. J'ai oublié la suite. » fit alors le maraudeur avec un sourire idiot à la fin. Ils éclatèrent tous de rire. Avant qu'Harry ne puisse faire un pas, il fut engouffré dans les bras de Charlie. « Tu vas me manquer !» cria presque le rouquin. « Franchement, Charlie, dois-je te rappeler que tu vas passer la plupart de tes nuits à Poudlard avec nous? Tu le manqueras certes la journée, mais tu le reverras le soir, alors évite de l'étouffer comme une mère poule, on doit y aller, nous. » dit alors Marcus avec un sourire goguenard. Charlie lui envoya un regard noir avant d'embrasser Harry, laissant derrière lui un jeune garçon rouge jusqu'aux oreilles. Rémus et Sirius s'étouffèrent presque de rire, tandis que les parents et élèves autour observèrent la scène avec choc. « Je passerai dans la semaine à Poudlard.
Pas ce soir. Je vais aller voir papa pour me renseigner sur son divorce. Allez, et surtout, fais attention à toi, dit alors Charlie avant de regarder Marcus. Je compte sur toi pour t'occuper de lui. Marcus se contenta d'hocher de la tête tandis qu'Harry sourit bêtement face à l'inquiétude de son fiancé. La sirène du train retentit une nouvelle fois, et les deux garçons se dépêchèrent de monter dans le train. Harry se mit alors en direction de l'avant du train, choquant Marcus qui savait pertinemment que cette zone était réservée au préfet. Harry, cette zone est réservée au préfet, fit alors Marcus. Il remarqua alors le rictus amusé d'Harry et, intrigué par la réaction de son porteur, il leva un sourcil curieux. Cus, Poudlard est à moi, tout comme le Poudlard Express. Un wagon a été magiquement ajouté au train lorsque je suis arrivé, et il m'est réservé en tant que propriétaire et maître de Poudlard. Tu peux m'y rejoindre bien évidemment une fois que tu auras fini ta réunion avec les autres préfets. L'informa alors Harry avant de lui faire un clin d'œil. Il continua alors d'avancer, laissant derrière lui un Marcus estomaqué avec des yeux écarquillés, tandis que les autres élèves qui avaient tout entendu s'étaient figés, certains ayant complètement oublié qu'Harry Potter était le propriétaire de Poudlard. Ils se mirent alors à murmurer et certains essayèrent même d'approcher Marcus, à son plus grand désarroi et parfois énervement. Il laissa échapper un soupir, sifflant presque en voyant certaines groupies le regarder telles des lionnes affamées avant de s'empresser de se diriger vers le wagon des préfets pour la réunion avec les autres préfets et les deux préfets en chef. Il maudit alors Harry lorsqu'il comprit pourquoi ce dernier s'était empressé de partir. Derrière lui venaient d'arriver 4 têtes rouges, dont une qu'il détestait déjà et une autre qu'il n'aimait pas vraiment. Celle qu'il détestait n'était nulle autre que Ronald Weasley. Après que Sirius, Remus et Charlie lui aient expliqué la réaction du jeune rouquin face aux homosexuels et autres couples non ordinaires. La seconde personne qu'il n'aimait pas vraiment n'était autre que Percy Weasley, qui, à son plus grand malheur, était lui aussi préfet. Oh, il n'avait pas vraiment de problème avec lui, et appréciait même son grand respect des traditions des sangs purs, mais il avait horreur de sa façon de snober et obéir aux ordres sans même réfléchir plus avant. Enfin bon, il restait tout de même de l'espoir. Enfin, il y avait ses préférés, et étonnamment, les préférés d'Harry, soit les jumeaux Weasley. Ce furent les seuls qui furent autorisés à venir au palais Potter parmi les enfants Weasley encore présents dans le pays. Bill Weasley étant désormais un briseur de sorts au compte de la banque d'Erebor et attendu ses relations avec Harry et Charlie, sûrement le futur responsable de cette filière de la banque. Car ils sont extrêmement amusants, souriants, vivants et très intelligents. Harry avait d'ailleurs formulé l'hypothèse que s'ils faisaient autant de bêtises, c'était simplement pour tenter d'attirer l'attention de leurs parents, attendu qu'Arthur était assez absent ou s'intéressait surtout à Bill et Charlie, tandis que Molly n'avait d'yeux que pour Ronald et Ginny. Marcus fronça alors les sourcils. C'est peut-être la raison pour laquelle Percy s'attache tant aux règles et traditions des sangs purs. Il ne veut sûrement pas finir comme le reste de sa famille. Et vu que personne ne s'intéresse à lui, pensa alors Marcus. Il se dirigea alors simplement vers le wagon avec Percy, qui entama rapidement la conversation pour le féliciter quant à sa relation avec Harry. Il soupira bruyamment, étonnant Percy, avant de simplement lui expliquer qu'être éloigné d'Harry le mettait mal à l'aise, car leur lien était encore récent. Le Weasley hocha simplement de la tête, ayant lu plusieurs livres sur les hamsters et porteurs. Il comprenait parfaitement la situation de Marcus Flint. De son côté, Harry arriva finalement dans le wagon de tête réservé aux propriétaires de Poudlard. Il se mit à sourire en voyant alors un wagon richement décoré, parfaitement à son goût. La magie semblait avoir fait son office et tout préparé pour qu'il soit parfaitement à l'aise. Le wagon était très différent des autres,
avec 2 grandes causeuses et 4 fauteuils en cuir aux couleurs de Poudlard, une grande table basse et une buvette avec quelques boissons alcoolisées dessus. Il leva un sourcil en voyant le whisky pur feu, mais ne s'en formalisa pas. Il décida tout de même, et heureusement, que Sirius n'était pas là pour se moquer de lui. Un verre de vin blanc, moelleux, légèrement fruité, importé directement du sud de la France. Ce vin lui appartenait, attendu qu'il provenait tout droit du vignoble situé autour du château Potter, un endroit assez ensoleillé, en pente, avec une terre argilo-marbreuse, idéal pour une telle production de vin. Attention, l'alcool est interdit aux mineurs. Alors qu'il s'assit, dégustant son vin de façon raffinée, il entendit rapidement quelques coups portés à la porte d'entrée. « Entrez !» commanda Harry. La porte s'ouvrit alors, laissant entrer une fille de son âge avec une véritable tignasse brune et bouclée, des yeux noisettes, et à son plus grand amusement, 2 dents assez imposantes. Elle se tenait droite, avait les sourcils froncés, et avait derrière elle un garçon qu'il reconnut immédiatement. « Neville !» fit Harry avec un grand sourire. Le garçon s'approcha directement d'Harry avant de le prendre dans ses bras, tandis que la fille resta bouche bée face à l'accolade entre les 2 garçons, ne s'attendant pas à une telle réaction. « Excuse-moi de te déranger, Harry, mais j'ai perdu Trevor en montant dans le train et vu qu'il m'a été offert par ma grand-mère... » fit alors l'héritier Londubat, contrit. « Je comprends parfaitement, Neve, et je vais t'aider. » dit alors Harry avant de tourner son regard vers la fille. « À qui ai-je l'honneur ?» La jeune fille rougit rapidement, ayant remarqué qu'elle ne s'était pas encore présentée. « Je m'appelle Hermione Granger. Je suis une émoldue et j'étais en train d'aider Neville à trouver son crapaud, » répondit Hermione avant de diriger son regard vers le front d'Harry. « Mais tu es Harry Potter ! J'ai lu tellement de choses sur toi dans les plus grands sorciers de tous les temps et aussi dans le journal. C'est vrai que tu es le grand-duc du Royaume-Uni ? J'ai cru lire un article sur toi dans le Guardian. Je ne savais pas que les sorciers étaient aussi des nobles dans le monde moldu. Et puis, comment ça se fait que tu es déjà un seigneur ? Tu n'es pas un peu trop jeune pour diriger ? » Elle se mit alors à poser un nombre de questions incroyables, laissant devant elle un Harry ébahi par la vitesse à laquelle elle pouvait débiter tant de questions, tandis que Neville ricanait dans sa manche, se moquant d'Harry. Harry poussa alors un soupir avant de lever la main en signe d'arrêt pour Hermione, qui se tut avant de rougir. « Pour répondre rapidement à tes questions, oui, je suis Harry Potter et oui, je suis un grand-duc. De ce fait, on m'appelle normalement Grand-Duc Potter, votre grâce ou bien votre seigneurie. Oui, mon titre est valable parmi les moldus, et de ce fait, et attendu mon titre millénaire, je suis au même niveau que la reine d'Angleterre sans les entraves qu'elle a. Oui, j'ai déjà accès à mes titres étant orphelin. Et chez les sorciers, les orphelins peuvent obtenir leur émancipation totale à l'âge de 11 ans, à condition de prouver qu'ils sont capables de vivre de façon indépendante. Non, je ne suis pas trop jeune, et vu comment j'ai fondé une immense ville, dirige une multinationale qui contrôle littéralement l'économie de toute l'Europe, voire du monde entier, sans compter que je prends toutes les décisions au magistérium, et qu'avant, je prenais toutes les décisions pour mon parrain au Magen Mogo, je pense être parfaitement apte à diriger notre communauté. Ai-je répondu à tes questions ? Répondit alors Harry d'une traite avant de boire une gorgée de vin une fois sa tirade terminée. Hermione ouvrit la bouche avant de la refermer, tel un poisson rouge ne sachant quoi faire dans son bocal. Elle se mit alors à lentement hocher de la tête avant de se focaliser sur le verre que tenait Harry. « Tu es trop jeune pour boire de l'alcool !» dit-elle alors en lui lançant un regard désapprobateur qu'il ignora avec aisance. « Hermione, Harry est considéré comme un adulte. Il peut donc boire. »
Et puis, il tient très bien l'alcool, je peux te le confirmer. Intervint alors Neville, apportant un sourire au visage d'Harry. En effet, je tiens mieux l'alcool que toi, Neve. Je me rappelle encore à mes 10 ans quand tu as décidé de boire un peu de whisky pur feu. Commença alors Harry. Il n'eut pas le temps de continuer que Neville se jeta sur lui pour l'empêcher de tout raconter. Il ne vit alors qu'une seule et unique façon de l'empêcher de parler et l'embrassa chastement, faisant taire le jeune brun, tandis qu'Hermione se mit à rougir de la tête aux pieds. Lorsque les deux garçons se séparèrent, ils ricanèrent de concert. Vous êtes ensemble demanda-t-elle. Les deux garçons se regardèrent dans les yeux avant d'exploser de rire, se moquant ouvertement de la tête d'Hermione. Non, nous ne sommes pas ensemble. Disons simplement que nous sommes comme des jumeaux, et lorsqu'on s'embrasse, on se transmet un peu de magie. Bon, ça peut paraître assez ambigu, mais que peut-on y faire? Les élevés moldus ont tant de préjugés, fit alors Harry. Hermione se sentit légèrement insultée par le préjugé d'Harry, avant de remarquer le terme utilisé. Élevé moldu fit-elle alors, intriguée. Harry poussa un soupir exaspéré, tandis que Neville ricana avant de tranquillement s'asseoir à côté d'Harry, se servant sur le passage une tasse de Darjeeling tout en prenant un choco-grenouille. Selon moi, et après avoir vérifié mon hypothèse grâce à divers tests d'héritage sur diverses familles de nez moldus, les nez moldus n'existent pas. J'ai remarqué qu'en fait, les nez moldus sont tout simplement des descendants de craquemolles, et qu'habituellement, les deux parents sont des craquemolles, tandis que les sang-mêlés sont eux aussi, pour la majorité, des descendants de sorciers et craquemolles. En fait, les véritables sang-mêlés sont extrêmement rares. Environ 1 cas sur 1000. Et attendu la faible population magique, cela représenterait un total de 1000 véritables sang-mêlés tout au plus. Un livre concernant mon analyse sera publié dans un mois, sous le titre L'explication généalogique sorcière, ou Comment expliquer la non-existence des nez moldus, expliqua alors Harry. Les yeux d'Hermione s'arrondirent avant qu'elle ne se mette à sautiller sur place, criant sans cesse qu'elle devait tout faire pour acheter ce livre. « Et moi, penses-tu que je suis liée à une famille magique ?» demanda-t-elle alors. Harry se mit à penser rapidement avant d'hocher de la tête. « Je pense que tu es l'une des descendantes des Darkworth Granger, les créateurs de la guilde des potionnistes. C'était, selon les dires de beaucoup, un homme très intelligent, possédant un talent véritable, talent dans l'art des potions. Certaines rumeurs disaient même que c'était un alchimiste amateur. Tu devras aller faire un test d'héritage à Erebor pour en être sûr, répondit Harry. Il se rappela alors la raison de leur venue et, faisant apparaître la baguette de Sureau dans sa main, il lança verbalement un sortilège. Actionus Trevor. Immédiatement après, Trevor apparut devant Harry, choquant au passage les deux autres invités du wagon. « Je ne connais pas ce sort. On dirait le sort Actio de 4e année, mais il est différent en même temps, » fit alors Hermione, curieuse. « C'est une variante du sort d'attraction que j'ai inventé. J'ai trouvé totalement idiot d'attirer un objet depuis une certaine distance tout en risquant de le briser sur le chemin. Cette variante permet donc de faire venir l'objet désiré à travers un couloir spatial instantané qu'on peut aussi appeler trou de verre microscopique, expliqua alors Harry, comme si de rien n'était. Les yeux de Neville et Hermione s'écarquillèrent de joie. Hermione décida de quitter les lieux, préférant retourner dans son wagon, tandis que Neville resta avec Harry, qui se fit un plaisir de faire venir ses affaires avec le sortilège d'attraction améliorée, décidant par la même occasion d'enseigner le sort à son jumeau de cœur. Ils entendirent alors un coup à la porte, et avant qu'ils ne puissent répondre, une tête blonde suivie de 2 gorilles fit son entrée. Harry eut beaucoup de mal à se retenir de renifler dédaigneusement en voyant le garçon fier et hautain devant lui, tandis que Neville foudroya du regard le blond et ses acolytes primates. « J'ai cru comprendre qu'Harry Potter était ici ?»
Je me présente, Draco Malfoy. Et les deux gorilles derrière moi sont Vincent Crabbe et Gregory Goyle, fit alors le petit arrogant d'un air suffisant. Il remarqua alors la richesse du wagon et, sans demander quoi que ce soit, décida de s'asseoir devant Harry tout en tendant la main. Harry regarda la main avec une mine de dégoût. « Je n'ai en aucun cas permis à un être inférieur tel que toi d'entrer dans cette voiture privée, Malfoy. Baisse donc ta main. Nous ne sommes pas du même niveau et tu devrais t'incliner devant moi comme il se doit, à moins que ton père ne t'ait rien appris, » fit alors Harry d'une voix polaire qui donna des frissons à tout le monde. Draco se mit alors à rougir de colère avant de blanchir. Il savait que son père allait le tuer s'il venait à apprendre qu'il s'était comporté de façon grossière avec l'héritier de Merlin, mais aussi le meneur de leur nation. Il s'inclina rapidement, Vincent et Grégory faisant de même. « Je vous prie de m'excuser, votre grâce. Ce n'était en aucun cas mon intention que vous insultez de la sorte dans votre propre loge, et je vous prie d'accepter une nouvelle fois, d'accepter mes plus sincères excuses pour mon odieux comportement et mon entrée non souhaitée, » fit alors Draco d'une voix désolée. Harry et Neville écarquilla des yeux face aux excuses de Malfoy. Cependant, Harry n'étant pas dupe, il décida d'infiltrer rapidement les pensées de Draco. Si Père apprend que je n'ai pas réussi à infiltrer le cercle d'amis de Potter, il va me faire payer. Je n'aurai plus l'occasion de m'amuser avec des moldus. Heureusement que Mère est soumise face à ses décisions, furent les pensées qui traversèrent l'esprit de Draco. Harry plissa les yeux, tentant de garder un contrôle exemplaire sur sa magie pour éviter qu'elle ne réduise le fils de Mange-Mort devant lui en bouillie et de le filer en pâture aux acromantulas de la forêt interdite. « Sortez immédiatement de ma loge et ne vous avisez pas de revenir. La prochaine fois, je ne serai pas aussi clément, » tonna alors le jeune Potter. Une veine gonfla de façon hideuse sur le front de Draco, mais il décida tout de même de quitter les lieux, le menton haut, suivi de près par ses deux gorilles qui ne savaient pas trop comment réagir. Ils avaient toujours obéi au plus fort, et dans le cas présent, ils savaient parfaitement qu'Harry était le plus fort. Mais les ordres de leurs parents étaient de s'occuper de Draco Malfoy et de le protéger coûte que coûte. Une fois les trois individus indésirables sortis, Neville éclata de rire, sortant alors Harry de sa colère. Ce dernier rougit alors de honte. « Eh bah, je m'attendais pas à une telle réaction de ta part, Harry, » dit alors Neville en ricanant. Harry continua de rougir, avalant alors rapidement une grosse gorgée de son verre afin d'ignorer les moqueries de Neville. Marcus fit alors son entrée, saluant Neville au passage, et lorsqu'il apprit la raison de l'hilarité du jeune Londubat, ricana dans sa barbe tout en promettant de faire de la vie de Draco un véritable enfer. Enfin, ils arrivèrent près de Poudlard et en profitèrent pour rapidement se changer et mettre leur tenue. Ils quittèrent alors le train et furent accueillis par un Rubéus Hagrid très joyeux, qui les fit monter dans les barges pour traverser le lac Noir. Harry monta dans une barge accompagné de Neville, Hermione et Théodore Nott, qui étaient ravis de voir Harry qu'ils considéraient comme un ami. Harry ricana alors lorsqu'il vit Théodore se coller à Neville. Il avait remarqué que Théodore se réfugiait souvent auprès de Neville, et cela ne l'étonnerait pas qu'ils soient en couple au bout d'un moment. Sûrement quand leurs hormones commenceraient à montrer le vilain bout de leur nez. Ou bien quand ils accéderaient à leur maturation magique. Il discuta alors tranquillement avec Hermione, ravi de pouvoir enfin avoir une conversation cultivée avec quelqu'un. Après tout, Charlie ne parlait que de dragons et créatures magiques. Sirius de blagues, Rémus passait son temps à gérer l'entreprise d'Harry et Marcus parlait surtout de Quidditch et quelquefois de runes, étant un véritable génie dans ce domaine. Seul Dumbledore avait des conversations très intéressantes avec Harry,
Mais ce dernier était très souvent occupé à gérer le côté international de la communauté magique britannique, sans compter toutes ses obligations en tant que directeur de Poudlard et grand Manitou de la Confédération internationale des sorciers. Sans compter sa nouvelle obligation en tant que représentant du Magisterium, un poste semblable à celui de président du Magen-Mago, avec tout de même moins d'obligations. Ils finirent enfin par arriver à l'entrée de Poudlard, et Hagrid les emmena directement à l'entrée de la grande salle. Ils furent tous reçus par Minerva McGonagall, toute vêtue de vert, malgré qu'elle soit la directrice des Gryffondors, avec un air sévère. Elle fit tout de même un sourire à Harry. Elle les informa de leur future répartition avant de les laisser se préparer mentalement, se cachant discrètement pour observer les élèves. Harry roula des yeux, sentant parfaitement la présence cachée de Minerva, faisant alors un clin d'œil au chat dans le coin des escaliers. « Hey, Harry, mon pote !» fit alors Ronald Weasley. Étonnamment, un silence s'empara de toute la pièce, et certains, tels que Neville ou bien Théodore, retinrent leur souffle. « Weasley, sache que je ne suis en aucun cas ton pote ou ami. Et ce n'est pas parce que nous sommes des cousins éloignés ou bien que je sois fiancée à ton frère que tu peux te permettre une telle familiarité avec moi. Pour toi, ce sera votre grâce ou bien Grand-Duc Potter, répondit alors Harry de façon acerbe. Le visage de Ronald Weasley prit alors une vilaine teinte pourpre, donnant l'impression à certains qu'il allait mourir d'asphyxie. C'est pas comme si je voulais être lié à un dégénéré comme toi. Franchement, t'es dégueulasse. Sûrement que tu dois te faire prendre comme une chienne par mon frère et ce bâtard de Serpentard. L'insulta alors le roux. Avant qu'Harry ne puisse répondre, Ronald vola à travers la pièce avant de tomber inconscient contre l'une des armures qui, comme par hasard, tomba pour s'écraser sur Ronald avec fracas. Peu importe qui avait fait ça, Poudlard approuvait. Les regards de tous se dirigèrent alors sur le responsable de ce mémorable acte de magie. C'était un jeune garçon à la peau caramel, aux yeux noisettes, ayant des cheveux bouclés. En somme, un très beau garçon. Ce dernier avança alors, fusillant le corps inerte de Ronald Weasley avant de prendre dans ses bras Harry. Évidemment, Harry ressentit le lien d'âme sœur entre eux, expliquant de ce fait la réaction violente du garçon. Pourtant, il ne le reconnaissait pas. Ce dernier, remarquant le regard perdu d'Harry, décida alors de se présenter. « Je m'appelle Blaise Zabini, héritier de l'ancienne et très noble maison des Zabini d'Italie. Ravi de te rencontrer, mio bello », dit-il en accentuant les 2 derniers mots d'un fort accent italien. Harry rougit de façon extrême en entendant le fort accent italien de son âme sœur, et avant qu'il ne puisse réagir, se fit rapidement embrasser par Blaise Zabini. Le baiser fut étonnamment plein de vie, de sentiments et de passion. Lorsqu'ils se reculèrent l'un de l'autre, les élèves alentour se mirent à applaudir, tandis que les filles, pour la plupart, se mirent à hurler tels des fans enragés. Minerva décida de faire son entrée, avisant le corps de Ronald à terre. « Énervate !» fit la sorcière en pointant sa baguette sur Ronald qui reprit conscience. « Monsieur Weasley, sachez que la prochaine fois que vous insulterez un autre membre de cette école, vous serez collé pendant toute l'année avec le professeur Snape afin de récurer ses chaudrons. Estimez-vous heureux de ne pas être immédiatement renvoyé pour avoir insulté le propriétaire de cette école? J'enverrai tout de même une lettre à votre père pour l'informer de votre comportement et j'enlève 100 points à votre future maison. » gronda alors McGonagall en dardant Ron de son regard le plus noir avant de détourner son attention sur Blaise. « Monsieur Zabini, vous ne serez pas puni, attendu que vous n'avez fait que défendre l'honneur de votre porteur et âme sœur. Qui plus est, j'attribue 50 points à votre future maison pour avoir vaillamment défendu un camarade, sans compter votre porteur. » Les élèves restèrent abasourdis face à la diatribe de McGonagall.
avant d'applaudir. Cette dernière laissa échapper un petit sourire avant de faire un clin d'œil à Harry. Sur ce, suivez-moi. La cérémonie de répartition va commencer, fit la directrice adjointe tout en ouvrant en grand les portes menant à la grande salle, sous les regards ébahis des élèves. Vous avez écouté Magia Imperi Alteran, une fanfiction Harry Potter. Catégorie Fantasy, Multicrossover, Boys Love. Un contenu proposé par le studio Kali Records. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Je vous dis au prochain chapitre.